La 4e journée d'audience du procès dit des grands frères s'est tenue hier au tribunal correctionnel de Fort-de-France. Depuis la veille, dans l'après-midi, les débats sont consacrés à l'examen des faits. Les prévenus sont entendus à la barre et invités à s'expliquer sur les accusations qui pèsent contre eux. C'est ainsi que le premier, Loïc Leschenilko, médiateur social aux Abîmes, a été interrogé pendant 4 heures mercredi après-midi sur des conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs et introduites dans la procédure, afin de l'incriminer dans l'organisation des émeutes de fin novembre, début décembre 2021 en Guadeloupe. Le 18 novembre 2021, à 12h01 précise, il aurait déclaré « Les gars sont chauds, il faut viser plus des gens à qui cela ne fera rien, même s'ils prennent 1 million, ils ont une assurance. » Puis, à 12h06, « Tu as déjà vu que tout est bloqué ce soir, tu as vu que tout le monde est motivé, donc là, on va commencer. » Le 24 novembre 2021, à 10h09, on bloque plein de rues pour leur donner des leurres et on s'attaque à des trucs sur des sites bien précis. À la barre, le prévenu a expliqué que ces conversations étaient privées et sorties de leur contexte et qu'il n'avait jamais eu l'intention de promouvoir la violence. Son avocat, maître Hector Cerf, ripostait lui aussi en soulignant que les enquêteurs n'avaient jamais interrogé les auteurs des violences sur l'implication éventuelle de son client. Puis hier, Pascal Baclé, présenté par l'accusation comme le grand frère des grands frères, a pris la parole, de même que Sylvain Faustin, ancien compétiteur et dirigeant de la Ligue de taekwondo de la Guadeloupe. Ce dernier a notamment affirmé que l'absence de Samuel Kraï compliquait la tenue de ce procès, estimant qu'il avait semé la zizanie en évoquant des questions d'argent et qu'il jouait, selon lui, un double jeu. L'audition a aussi été l'occasion d'un échange tendu à la barre. Maître Dominique Dumoulin, avocat de Sylvain Faustin, s'est demandé publiquement quelle était la place de son client dans ce prétoire et pourquoi il comparaissait, revenant ainsi sur la logique des poursuites et sur la stratégie de la défense. Je me le demande également, puisqu'il n'a a priori rien à voir avec tous ces événements, puisqu'il est président de la Ligue régionale de taekwondo, athlète international. Même les élus se demandent ce qu'il fait dans le procès. Alors, vous parliez de la Ligue de taekwondo, enfin en tout cas de ses organisations de compétition. J'imagine que ça l'a un petit peu perturbé dans ses activités-là. Tout à fait, parce qu'en fait la Ligue régionale de taekwondo est une ligue qui est autonome, c'est la seule à être autonome par rapport à la Fédération française de taekwondo, et donc elle peut faire concourir ses athlètes à l'étranger. Sous la bannière guadeloupéenne. Sous la bannière guadeloupéenne. Donc du coup, le président étant empêché, il n'était pas possible d'accompagner les athlètes dans des compétitions internationales. Oui, parce qu'il ne pouvait pas sortir de Guadeloupe, vu son contrôle judiciaire. Et qui a été levé en juillet 2024, après une énième demande qui a été acceptée par la juge d'instruction à l'époque. Et c'est pour ça qu'il a pu se rendre aux Jeux Olympiques de Paris, puisque en réalité, il était invité par le comité organisateur et olympique sportif français pour les JO. Alors, vous l'avez bien sûr assisté dans toute cette instruction. Il a pratiquement fait très peu de détention provisoire. Il n'a fait aucune heure de détention provisoire. Et je tiens à souligner l'extraordinaire travail de ma consoeur Sandrine Fando-Montou, qui s'était occupée de la garde à vue et qui a arraché auprès de la juge des libertés de la détention, finalement, le fait qu'il n'aille pas en détention provisoire. Bon, ce qui veut dire concrètement que vous allez certainement demander la relaxe, mais qu'est-ce que vous pensez, alors c'est vrai que vous ne les défendez pas forcément, mais des autres prévenus de ce dossier et de cette affaire en général? Cette affaire, pour moi, en général, a été montée de toutes pièces. On en a fait, si vous voulez, j'utiliserai une formule de Diderot ou Rousseau, je ne sais plus, qui disait qu'on dit qu'un Allemand a fait une thèse ou un livre d'un zeste de citron. C'est exactement ça. Depuis l'évocation des faits, on se rend compte que la charge de ce procès repose essentiellement sur les écoutes téléphoniques, comme l'avaient déjà dénoncé les avocats de la défense. En la matière, il convient de savoir qu'une écoute téléphonique doit déjà, pour être considérée comme légale, être réalisée avec autorisation et respect de la procédure. Il s'agit alors d'une pièce à conviction classique qui peut entraîner une condamnation si et seulement si
Elle établit les éléments constitutifs de l'infraction. Or, il semblerait que dans ce dossier, la preuve ne soit jamais rapportée que de grosses sommes aient été versées, ou par les grands groupes, ou par les élus, à la demande des prévenus. C'est bel et bien tout l'enjeu d'un procès atypique qui se poursuit. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici, on vous